Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pluriel et votre émission Le Portail du Maroc Arc-en-Ciel. Avec vous, fidèles serviteurs, Abdelatif Sadri à l'animation, média la technique, et Hamid Chayet, notre éditorialiste, Henri Fabre, et bien entendu, nous intervenons de qualité, notamment Abdelatif Kak et M. Mathieu Mbarga Abiga. Ce jour, nous avons un sujet d'actualité de très très haut niveau un sujet qui fait l'actualité à travers les interventions, à travers les articles et les mailings qu'on reçoit, notamment l'immigration et la migration au Maroc. Le Maroc, avec son potentiel immigré marocain résident à l'étranger et aussi sa nouvelle politique dédiée à la migration, ce jour, notre émission sera partagée entre deux volets importants, Maroc migration et aussi Maroc immigration, et notamment l'immigration en Europe, une immigration qui d'actualité à travers les différents discours de Sa Majesté Mohamed VI et aussi à travers les débats et les réflexions qui sont en train de se faire à travers des experts. Et ce jour, nous aurons tout à l'heure vers 14h30 un expert de renom, un expert en la matière qui a travaillé pendant un certain temps dans ce trois ministères, M. Abdel Fattah Sahibi. Mais avant Abdel Fattah Sahibi, nous sommes en direct avec Marcel Amieto, le secrétaire général d'une organisation syndicale au Maroc. Bonjour, M. Marcel. Bonjour Abdelatif. Bonjour Marcel, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel et nous sommes heureux de vous accueillir dans notre émission. Et il y a Hamid Chayet, notre éditorialiste de Paris, qui est en ligne. Bonjour Abdelatif, bonjour Monsieur Marcel Amiato. Bonjour. Oui Hamid, tu peux nous présenter notre invité de renom, Monsieur Marcel Amieto. Bien évidemment, alors comme tu disais, l'actualité effectivement sur la migration fait beaucoup de débats à travers le discours de Sa Majesté et toutes les réformes. Alors pour faire une très brève présentation, Monsieur Amiato, vous êtes militant des droits de l'homme, vous êtes à la fois aussi secrétaire général du syndicat des travailleurs immigrés au Maroc, c'est-à-dire l'ODTI, l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés. Vous êtes aussi à la fois président d'une association qui s'intitule Afrique Culture Maroc et qui est née en République démocratique du Congo. Vous avez aussi été obligé de quitter votre pays natal, qui est la République démocratique du Congo, en 2005. Vous avez en 2012 été effectivement membre du syndicat des travailleurs immigrés, qui est affilié à la centrale syndicale de l'ODT. Et en 2013, nous tenons à le rappeler ici sur cette émission Arc-en-Ciel, vous avez obtenu le prix RIF des droits de l'homme. Vous êtes également citoyen d'honneur du Maroc pour le parti Gauche Verte.
en signe de reconnaissance notamment de sa lutte, son dévouement et de la contribution aussi au respect de la dignité humaine, ainsi qu'à la promotion, je dois dire, des valeurs de tolérance et de solidarité. Enfin, en mars 2013, vous avez obtenu le trophée deuxième forum migrant Afrique Bensla et vous êtes enfin diplômé d'état de l'école supérieure de management de Kinshasa. Alors ma première question rentre dans le cadre effectivement de la question de l'immigration et notamment des immigrés subsahariens. On doit dire aujourd'hui qu'il y a eu plusieurs choses se sont passées, se sont écoulées. Quel est à votre avis ou quel bilan pourriez-vous nous faire de la situation aujourd'hui des immigrés, disons, subsahariens qui aujourd'hui résident au Maroc? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. Pour faire les bilans de la situation des migrants subsahariens au Maroc, je voudrais d'abord vous rappeler que depuis janvier 2014, le Maroc a lancé une opération de régularisation sans précédent des immigrés, je dis bien tous les immigrés en situation administrative irrégulière se trouvant au Maroc, de toutes les nationalités sans confondues. Aujourd'hui, plus de 101 nationalités ont pu déposer leur dossier au bureau des étrangers et 7 000 quelques personnes ont pu obtenir leur carte de séjour. Parmi, sur 17 753 dossiers déposés, il y a plus de 5 600 femmes qui sont automatiquement régularisées, ainsi que tous les Syriens sans critères. Et nous espérons aussi que dans quelques jours, toutes les personnes qui ont pu déposer leur dossier seront régularisées sans critères. Donc le bilan je peux faire aujourd'hui, il y a 10 ans passés, la situation était catastrophique au Maroc pour les migrants subsahariens. Les migrants ne bénéficiaient aucun droit, mais depuis 2012, à l'annonce des orientations royales concernant la nouvelle politique migratoire, la situation s'est améliorée. S'est améliorée sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan des droits des droits de l'homme, donc de nos droits. Quand même la situation s'est améliorée en dépit des difficultés que nous raconterons dans des cas isolés comme ce qui s'est passé à Tanger ou ailleurs. Donc je dirais que en tout cas le bilan est positif malgré les difficultés que nous avons, puisque jusqu'à présent la loi reste la même. C'est la loi 0D03. Nous espérons qu'avec la session de septembre, les trois lois qui seront soumises au Parlement seront votées et c'est ces lois qui jetteront des jalons pour l'avenir des migrants, des étrangers en général ici au Maroc. Oui, Marcel, effectivement, avec une reconnaissance internationale, vous êtes un défendeur des travailleurs immigrés subsahariens, plutôt au Maroc. Nous sommes en ligne avec une personnalité de notre invité surprise, une personnalité de très très haut niveau que nous saluons de son passage avec nous dans cette émission et aussi qui travaille en la matière, mais sur un niveau un peu plus général. C'est Monsieur Brahim Sorel Kita. Bonjour, Monsieur Sorel. Bonjour à vous. Bonjour et bienvenue sur l'émission Arc-en-Ciel. Je suis très honoré d'avoir deux personnalités de cette grandeur dans notre émission Arc-en-Ciel pour parler de l'immigration, de la migration au Maroc, ou bien de l'immigration au Maroc, surtout du subsaharien. Vous m'avez souhaité, comme quoi simplement vous souhaitez parler avec Monsieur Marcel Amieto qui est en ligne. Oui, merci à vous. Bonjour Monsieur Amieto. Je vous ai écouté, je trouve remarquable votre combat. C'est le combat pour les droits de l'homme, c'est le combat pour la dignité, c'est le combat aussi pour le rapprochement entre les peuples. Et donc je voulais vous saluer pour ce combat que vous menez. Je pense que c'est une première en Afrique du Nord. Et donc voilà, je voulais simplement vous dire que nous ici, au niveau des SOS racisme en France et en Europe, puisque nous existons également en Europe à travers l'EGAM, qui représente une trentaine de pays européens, mais on va dire, comme l'a rappelé notre ami, que nous avons un combat universel international, puisque nous avons jeté aussi les bases de ce combat-là en Afrique, où nous existons
au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et bientôt, donc, nous envisageons de monter une antenne SOS Racisme au Maroc. Et je voulais savoir si nous pourrions travailler ensemble, puisque finalement, le combat des SOS Racisme, c'est aussi d'accompagner un certain nombre de politiques publiques en vue d'assurer la promotion du vivre ensemble. Bien sûr. D'abord, bonjour. Je suis flatté de votre intervention. Et votre combat, c'est le nôtre. Nous avons le combat commun. Donc, vous avez notre disponibilité à travailler ensemble pour lutter pour la dignité des personnes humaines, pour faire valoir nos droits et développer notre continent, notre cher continent Afrique, surtout avec l'initiative marocaine sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, la coopération Sud-Sud. Je pense que ça sera une bonne chose. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous. Je prends note de ce que vous venez de dire et je pense effectivement que la coopération Sud-Sud mérite d'être renforcée parce que finalement les migrations Sud-Sud sont plus importantes en fait que les migrations Sud-Nord. Et donc c'est vraiment très important de saluer cette initiative de Sa Majesté le Roi et de faire en sorte que justement dans la pratique, dans les faits, cette initiative soit effective. Oui, je vous en prie, allez-y. Merci. Oui. D'ailleurs, nous, dans le cadre de l'association Africulture Maroc, nous avons développé un petit projet qui s'intitule Vulgarisation de la coopération Sud-Sud. Donc, nous avons constaté que cette coopération, ça parle qu'ici au nord, donc c'est-à-dire ici au Maroc, nous voudrons justement vulgariser cette information, aller dans le pays du Sud pour informer la population, les autorités, les académiques, les chercheurs sur le bien fondé de cette coopération. J'espère qu'avec cette initiative, nous le ferons ensemble. Sans problème, on sera ravis parce que je pense que, comme vous le dites, la dimension sud-sud elle est importante, mais il y a aussi la dimension méditerranéenne. Et je pense que nous qui vivons en Europe, mais qui sommes restés attachés à ces valeurs universalistes, je pense que nous pouvons aussi vous apporter énormément. En tout cas, félicitations, bravo et bon courage. Je vous en prie. Oui, cher Brahim, merci pour cette intervention de surprise et qui montre à quel point que le destin à travers Arc-en-Ciel, à travers l'émission qui est une émission française pour la promotion des relations France-Maroc dans un cadre de coopération Sud-Sud, joue le lien et on est à disposition pour travailler ensemble dans ce cadre pour la promotion de la dignité humaine là où il se trouve et notamment dans un pays modèle par rapport à d'autres pays africains qui a fait de la dignité humaine une priorité, notamment le cas du Maroc. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt. J'enchaîne avec ma question à Monsieur Marcel Amioto. Ma question c'est par rapport aux ces derniers événements qui sont déroulés récemment à Tanger. Donc ces événements qui sont déroulés à Tanger ont marqué pas mal d'esprit et il y a des gens qui parlent d'un dérapage, d'autres qui parlent d'un cas isolé. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je tiens tout d'abord à condamner ces crimes odieux et ensuite je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille des disparus ainsi qu'à la communauté sénégalaise dans son ensemble. Ce qui s'est passé à Tanger, comme je l'avais déjà dit en 2012, j'avais tiré la sonnette d'alarme aux autorités locales et à l'opinion nationale sur les dangers qui guettaient les migrants et les Marocains de ces cas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'on dise que c'est un acte raciste et qu'on puisse la généraliser, mais je dirais que c'est un acte isolé qui s'est répété à plusieurs fois, puisqu'on a déploré en 2012 et 2013
ce même genre des cas à Tanger. Donc, je dirais que c'est difficile de déterminer les causes réelles de l'assassinat de notre regretté Charles Alphonse. Nous laissons aux autorités policières qui ont déjà mené l'enquête de déterminer la cause et par la suite nous pouvons commenter. D'ailleurs, je profite pour lancer aussi appel aux migrants subsahariens. Et lorsque nous demandons des droits, nous devons aussi savoir que nous avons des devoirs et des obligations. De même à nos frères qui nous ont accueillis ici au Maroc, de comprendre que nous ne venons pas ici pour envahir les Marocains, prendre leur place, mais nous venons ici parce que nous avons trouvé qu'il y a les stabilités politiques, économiques, qui permettent aux gens de vivre dans une parfaite harmonie. Et nous avons amené aussi notre valeur ajoutée pour le développement de notre cher royaume que nous aimons tous. Donc nous devons vivre désormais en parfaite harmonie, dans la paix, pour que nous puissions développer nos communes, nos régions, nos villes. Ce qui s'est passé, ça nous interpelle aussi, ça interpelle les autorités à être à l'écoute de la population, que ce soit la population étrangère ou nationale, lorsqu'il y a un problème d'intervenir au moment opportun, au lieu d'attendre que les événements regrettables et malheureux arrivent pour agir. Donc, bref, nous disons que c'était un cas qui est arrivé, mais nous ne devons pas dire que c'est un cas raciste et qui est généralisé, que les Marocains sont racistes. Et moi, je dis non, je m'inscris en faux. Et vous savez, cher ami, le Maroc est le seul pays, je dirais le seul pays d'Afrique du Nord qui a donné l'espace aux étrangers, surtout les migrants subsahariens, à s'exprimer. Si aujourd'hui nous parlons de la nouvelle politique migratoire, c'est grâce, n'est-ce pas, de la société civile marocaine qui s'est donné et qui nous a beaucoup soutenus pour que nous arrivions là où nous sommes arrivés. C'était la société civile marocaine, nous ne serions pas. Et nous vivons chez les habitants, nous louons des appartements, nous travaillons dans des conditions d'irrégularité dans des sociétés marocaines. C'est les Marocains qui nous offrent des travail, qui nous donnent l'espace. La radio que moi j'interviens aujourd'hui, c'est une radio marocaine des Marocains. Donc moi je dirais qu'en tout cas franchement, j'ai beaucoup de respect au peuple marocain, j'ai beaucoup d'estime aux Marocains, puisque grâce à vous, nous avons une considération, grâce à vous qu'aujourd'hui les choses ont changé, les regards ont changé, les regards ont changé par rapport aux migrants, et nous avons donné leçon même aux Européens et au reste. Effectivement. Marcel, juste une chose pour qu'on parle de l'Europe. L'émission Arc-en-Ciel, qui est une émission de radio plurielle, une radio française et qui travaille pour la promotion des relations France-Maroc dans un cadre de coopération sud-sud. Dans notre équipe, il y a un journaliste de renom, un journaliste expérimenté, et Dieu sait, son expérience sont rares que ceux qui l'ont. C'est monsieur Henri Fabre. Bonjour Henri. Bonjour. Comment tu vas? Mais je vais d'autant mieux que je suis actuellement au bord de la Méditerranée. T'as de la chance. Avec un temps magique, et quand tous les gens qui sont nés ou qui vivent ou qui ont connu la Méditerranée, ils savent qu'à 7 mois de septembre, quand il fait beau comme ça, c'est extraordinaire. Voilà. Pardon. Parfait. Voilà, je t'en prie, félicitations. Donc, notre cher invité, M. Marcel Amieto, qui représente un grand syndicat marocain pour les immigrés étrangers, il est à vous. Elle est à toi. Oui, moi simplement, je suis ravi de vous parler, monsieur. Simplement, je me posais une question. Dans un pays, avec un royaume, le syndicat. En République, on voit à peu près ce que ça peut donner. Mais je trouve que au Maroc, ça a l'air de bien se passer. Il y a un syndicat, des syndicalistes, donc, en tout cas. Et je me dis, tout ça est donc compatible. Et ça me réjouit en même temps que ça m'étonne un peu parce que on ne le sait pas. Voilà. Allô?
Allô? Oui, oui. Je disais, on ne le sait pas. La plupart des gens ne le savent pas, même y compris. On n'y pense pas, ne pense pas qu'on puisse gérer un régime autre qu'une république, entre guillemets, parce qu'il y a des républiques qui sont moins démocratiques que certains royaumes, entre guillemets. Mais cela dit, c'est possible, donc, le syndicalisme et le royaume. Voilà. Oui, oui, et ce syndicat est né sous notre initiative ici au Maroc. Depuis 2012, nous avons profité de la nouvelle constitution marocaine promulguée le 1er juillet 2011 et nous avons mis en place ce syndicat qui est reconnu aujourd'hui au Maroc. C'est avec ce syndicat que nous avons lutté pour la régularisation de tous les travailleurs immigrés au Maroc. Je dirais à l'époque, en 2012, à la création de ces syndicats, moi-même j'étais encore sans papier et majorité des membres, des syndiqués de notre organisation, tous étaient des sans-papiers. Ah oui. Aujourd'hui, ils sont devenus, y compris moi-même, en situation irrégulière. Et ce syndicat est unique en Afrique, unique dans le monde arabe et qui a vu le jour ici et affilié à une centrale syndicale marocaine progressiste démocratique qui est ODT, dirigée par le secrétaire général Ali Lotifi et puis entouré par des camarades comme Naïli, Fatma Fidi et Adul et les autres. Donc avec ce syndicat, nous avons défendu les travailleurs immigrés de toutes les nationalités, des Philippines, des Bangladais, des subsahariens, sénégalais, ivoiriens, et nous avons quand même réussi à encadrer des femmes domestiques et les autres, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un fichier de 3500 travailleurs identifiés par notre syndicat. C'est un signal humaniste lancé à toute la planète. Tout à fait, tout à fait. Merci Henri. Je donne la parole à Hamid qui a une dernière question à poser à notre cher ami Marcel. Tout à fait. Alors, je passe le bonjour à mon cher confrère Henri. Bonjour Hamid. Oui. Et je dois dire qu'au-delà de ce que mon cher confrère Henri Fabre a dit sur la singularité entre le syndicalisme et la monarchie, qui ne sont pas forcément dissociés, mais qui peuvent au contraire se compléter, vous avez affirmé lors dans un entretien au journal Le Matin du Maroc que les femmes sont la catégorie la plus vulnérable des immigrés au Maroc. Quels sont vos projets à l'avenir? Oui, à l'avenir déjà, dans le cadre du syndicat, nous avons rassemblé toutes les femmes surtout ceux qui travaillent dans les secteurs domestiques. On les a rassemblés pour des formations sur leurs droits, les encadrer et puis les orienter dans différentes structures qui s'occupent des femmes. Et d'une manière générale, nous avons des projets de mise à niveau des travailleurs, de tous les travailleurs. Vous savez, les gens qui vivaient en situation irrégulière, et du coup, ils sont passés de la situation irrégulière en situation régulière. Et beaucoup d'entre nous, ils avaient leur diplôme, ils étaient des infirmiers, des enseignants, des journalistes. Pendant des années, ils n'ont pas exercé leur métier. Donc pour nous, c'est une occasion de les recycler, de les remettre en niveau pour leur permettre d'exercer leurs activités. Et là, dans le cadre associatif, nous avons des formations professionnelles, comme les formations de métiers d'aide-soignante, formation des secrétaires médicales, qui permettra, n'est-ce pas, aux nouveaux régularisés qui ne sont pas qualifiés, d'avoir une formation qualifiante qui leur permettra de trouver du travail et de contribuer à l'économie de ces pays. Et déjà, nous avons commencé aussi par l'apprentissage de la langue. Vous savez, on ne peut pas vivre dans un pays étranger si vous ne connaissez pas la culture de ces pays. Donc, il est impérativement aux migrants d'apprendre d'abord la culture marocaine, d'apprendre les langues marocaines et de comprendre les systèmes socio-éducatifs marocains pour leur permettre, n'est-ce pas, de s'insérer pleinement dans la vie sociale et économique
du royaume. Oui, cher Marcel, je tiens à vous remercier infiniment de cette participation constructive et clairvoyante par rapport à ce qui s'est passé récemment au Maroc. Sachez-le que simplement le Maroc a pris la décision depuis des années et des années. C'était toujours une terre d'accueil, soit pour les subsahariens, soit pour les autres. Et on le voit à travers la stabilité du royaume, on le voit à travers l'hospitalité du Marocain qui sont coutumiers à la prévaloir à tout moment. Je tiens à vous remercier par rapport à cette participation et on vous dit à très bientôt par rapport à notre débat et surtout dans un débat peut-être très prochainement avec Monsieur Brahim Sorel Keita au sujet de éventuellement l'implantation de SOS Racisme dans un cadre 100% positif pour prendre le Maroc comme modèle de l'intégration, modèle aussi de la promotion et de la dignité humaine pour les immigrés. Merci, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. زار ما يصغر نصيح ما قلب عاطفة زار عريق فيسبوك باج المشاهد ديوان جيل جلال ما يصغر نصيح ما في قلبه عاطفة يصيح لي يصيح يصيح لي يصيح لي يصيح لي يصيح كارو منكم سالفة يصيح لي تحية صادقة لمجموعة المشاهب، مجموعة اللي ربطنا مجموعين الآن. nous sommes en direct avec notre invité surprise, invité de renom. Son parcours parle de lui, n'est que Monsieur Abdel Fattah As-Sahibi. Bonjour. Bonjour, Carlatif. اهلا وسهلا ومرحبا بك باذاعه بلوريال et l'émission Arc-en-Ciel pour la promotion de la relation France-Maroc et la promotion de Émireux en tant que portail sur l'Europe. Bienvenue dans notre émission Hamid Chriet. Oui,
bonjour Abdelatif, bonjour Monsieur Sahibi, vous êtes le bienvenu. Bonjour. Alors, vous êtes diplômé d'un doctorat de 3e cycle à l'université Mohamed V avec question environnement. Vous avez aussi, entre autres, votre parcours est assez vaste, mais j'ai retenu votre parcours le plus important. Vous avez occupé plusieurs postes au sein du ministère de l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Vous avez été chef de division de la planification et prospective entre 2001 et 2004. Vous avez été également, entre 2004 et 2009, chef de division de la coopération internationale. Puis, entre février 2009 et le 13 mai 2013, vous avez été aussi directeur des émigrés au sein du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger. Puis du 13 mai 2013 au 4 avril 2014, vous avez été secrétaire général, donc poste très très important. Et enfin, vous êtes actuellement conseiller de Madame la ministre de l'Environnement, chargé du développement. Donc ma question entre dans le cadre de la question des MRE, nous avons vu le flux important des immigrants subsahariens et l'initiative royale de régulariser ces personnes et la pression européenne à travers les enclaves notamment de Ceuta et Melilla. Et enfin la sécurité de la région, puisque différentes déclarations de nos invités sur Arc-en-Ciel, notamment sur la sécurité de l'Europe, qui ont dit à juste titre qu'elle dépendait de la sécurité du Maroc. Croyez-vous, selon vous, ou croyez-vous plutôt opportun et utile de relier ce dossier dans le département, ou disons dans le ministère chargé des MRE? Merci pour votre question. C'est d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de participer avec vous à cette importante émission qui parle de deux enjeux qui sont aussi importants et stratégiques pour notre pays. Je salue au passage M. Amieto et Sorel qui m'ont précédé et qui font un travail extraordinaire sur le terrain et qui ont également une parfaite connaissance des efforts qui ont déjà entrepris par notre pays sur ce dossier. Et la situation s'est nettement améliorée, donc grâce aux efforts des uns et des autres. Je reviendrai peut-être après votre question à parler de cette nouvelle politique et une petite évaluation de cette nouvelle politique à 3 mois seulement de la clôture de toutes les régularisations qu'on a commencées. Donc pour répondre concrètement à votre question, c'est vrai qu'on a rattaché donc le dossier de la migration à un ministère qui est chargé déjà des Marocains résidents à l'étranger. Donc je vous donne mon avis très personnel, mon avis très personnel. Ce sont deux approches très différentes. Le dossier des Marocains étrangers, c'est un dossier extrêmement lourd et important. Le dossier également de la migration est aussi un dossier lourd et important. Et après une petite expérience, donc lorsque j'étais au ministère, on a eu à gérer les deux dossiers. Je crois que chaque dossier mérite un département à part. Hein. Donc on n'a pas la même approche. Hein. Voilà. Donc si je comprends bien, les deux dossiers sont dissociés, ne sont pas forcément... Sont dissociés parce que deux approches différentes. Donc l'approche de la gestion de toute la problématique des Marocains résidant à l'étranger, comment les lier avec leur mère patrie, comment développer leur lien avec le Maroc, comment les mobiliser pour le développement du pays. Tout ça, c'est une approche. Avec l'autre dossier, c'est un dossier qui est important, avec des enjeux extrêmement importants pour notre pays. Il y a d'abord un enjeu sur le plan sécuritaire. Donc on ne sait ce qui se passe à l'échelle internationale. Donc c'est un enjeu d'abord sécuritaire, donc il faut le prendre dans ce sens. Et puis c'est un enjeu également sur le plan humanitaire de respect des droits. Le Maroc a fait des efforts importants pour être un pays de droit. Donc et dans ce cadre, il faut donc que cette image du Maroc reste intacte. Il en va même
donc de notre rayonnement à l'échelle régionale. C'est un dossier aussi important dans le cadre de la coopération du Maroc avec les pays du Sud. Donc il y a un intervenant qui a parlé de la coopération Sud-Sud, et c'est vrai que le Maroc, grâce à la volonté de Sa Majesté, a fait des efforts importants pour développer la coopération avec les pays sud-sahariens. Et dans ce cadre, donc, il faut que ce dossier donc, ait l'importance nécessaire au vu des enjeux importants pour notre pays. Et donc pour ça, je ne vois pas actuellement que les deux dossiers soient gérés au sein d'une seule entité, parce que ce sont deux approches différentes. Effectivement, c'est Sahibi, donc si on comprend un petit peu, il faut dissocier les deux dossiers, parce que les deux approches sont différentes. Voilà. Parfait, donc c'est une histoire de stratégie, de vision, surtout à court terme, moyen terme. On ne parle pas des long terme, mais on parle de court terme et moyen terme, parce que le temps presse et la situation est alarmante avec ce qui se passe dans le monde, hein, donc tout le monde le sait, et surtout la pression économique et la crise qui touche l'Europe. Il y a tout un impact sur notre royaume. Ma question, c'est Sahibi, rentre aussi dans le deuxième volet qui nous tient à cœur, le volet des Marocains résidant à l'étranger, là où ils se trouvent. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup de mélanges. Les Marocains ne sont pas que en Europe, sont aux États-Unis, sont partout dans le monde. Et ces Marocains résidant à l'étranger, chacun sait pertinemment, sont majeurs et sont intellectuellement très avancés sur la situation, et ils ont besoin tout simplement de s'exprimer eux-mêmes sur leurs problématiques. Parce que récemment, on a assisté à un certain nombre de débats par-ci, par-là, soit sous forme de président d'association ou intellectuels ou chercheurs ou autres confirmés ou autoproclamés. Je pense la communauté marocaine résidente à l'étranger, là où il se trouve, il est assez majeur et vacciné pour y parler par rapport à ces vrais problèmes. D'après vous, quels sont après votre expérience, bien entendu, une expérience très avancée, et vous êtes un homme de domaine, qu'on soit clair, un homme qui a travaillé sous 3 ministres quand même, c'est Amer, c'est Mazouz, c'est Anis Birou. Selon vous, quels sont les vrais problèmes et quelles sont les propositions éventuelles qui peuvent servir cette cause qui commence à prendre de l'ampleur? C'est Abdelatif, si vous permettez, parce que lorsqu'on a parlé du premier dossier concernant l'immigration au Maroc, donc on avait dit qu'on va parler un petit peu de cette nouvelle politique et une petite évaluation à 3 mois maintenant de la clôture de régularisation. Est-ce qu'on est toujours... on a clôturé ce dossier, on va y revenir après, avant de passer au deuxième volet qui est le volet des MRE. Ce sont les deux qui sont liés. Vous pouvez enchaîner avec celui que vous souhaitez. Donc j'enchaîne avec le premier, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une politique qui a commencé presque il y a maintenant 9 mois. On est à 3 mois de la date du 4 janvier, lorsqu'on va clôturer donc la régularisation. Monsieur Ayelou tout à l'heure a donné les chiffres. Donc il y a sur les 30 000 ou 40 000 subsahariens supposés être sur le territoire national, il y a maintenant 17 000 demandes qui sont déposées. Et sur les 17 000, il y a 5 000 qui ont reçu leur carte de séjour. Maintenant, il faut qu'on se demande le reste de cette population. Qu'est-ce qu'on va en faire? Quand même... sur 17 000 sur 30 000, c'est un chiffre qui n'est pas très important. Donc il faut dès maintenant qu'on commence à voir qu'est-ce qu'on va faire avec la population qu'on ne va pas régulariser. Et la question qui se pose aussi, pourquoi il n'y a que 17 000 qui ont déposé leur dossier? Est-ce que les chiffres avancés des 30 000, 40 000 ne sont pas des chiffres exacts? Ou bien est-ce que les critères de régularisation ont été assez stricts et assez sévères? Donc il faut se poser la question dès maintenant. Parce que quel est l'objectif? L'objectif, c'est de régler un passif sur le territoire national.
On peut se demander, par exemple, parmi les critères qui étaient énoncés sur il faut passer plus que 5 ans sur le territoire national ou avoir un contrat de travail. Pourquoi pas une année? Pourquoi ne pas donner le chiffre de 2 ans, etc. Donc ce sont des questions qu'il faut se poser. Pourquoi ne pas, par exemple, ouvrir la régularisation à l'ensemble des immigrés qui se trouvent sur le territoire national, mais sur une petite période? Comme ça, on pourrait au moins les connaître, au moins connaître le nombre exact. On pourrait au moins leur donner l'opportunité de travailler, l'opportunité de chercher dignement une situation stable. Donc il y a tant de questions qu'il faut se poser dès maintenant. Il ne faut pas qu'on attend le 4 avril pour dire, bon voilà, il n'y a que la moitié des immigrés qui sont régularisés, donc le reste, ils vont qu'on pose la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc ça, c'est une question cruciale. Le deuxième point qu'il faudrait également évoquer, c'est donc cette nouvelle politique, comment faire bénéficier les migrants des mêmes droits. Donc il y a des chantiers, comme a dit M. Ayllo, qui sont lancés, mais il faut accélérer donc donc ces réformes pour que les migrants aient les mêmes droits que les Marocains. Et puis également, il y a un point important. Lorsqu'on parle de gérer ce dossier, on parle nécessairement de la gestion des flux migratoires vers l'Europe. Et on a vu ces derniers temps des assauts, etc. Est-ce que on va continuer à gérer ce flux de la même manière qu'on fait actuellement? Le Maroc continue d'être taxé par des associations en Europe comme quoi on ne respecte pas encore le droit de l'homme lorsqu'il s'agit donc de l'intervention des personnes de sécurité. Est-ce qu'on va continuer à gérer ce dossier de cette manière? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, donc et ça ça reste très personnel, est-ce qu'on ne peut pas, dans le cadre donc d'une coopération avec l'Europe, repousser les frontières de Frontex vers l'est et vers le sud du Maroc? Pourquoi ne pas voir cette problématique dans un cadre global? Pourquoi ne pas prendre cette problématique dans le cadre de l'intégration de le Maroc dans l'espace européen? On ne peut pas continuer à gérer ce dossier avec les moyens humains et les moyens financiers dont on ne dispose pas. Pourquoi ne pas, par exemple, ouvrir des négociations avec l'Espagne de telle façon à ce que l'Espagne gère ses flux, mais en contrepartie, on pourrait laisser, par exemple, recevoir les personnes, par exemple, qui arrivent à traverser la frontière. Donc c'est une question qu'il faut se poser dans le cadre global, d'une stratégie globale qui prend le Maroc comme étant une partie donc d'un espace aussi européen, parce qu'on a les mêmes problématiques et on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes ressources, donc l'Europe doit intervenir pour que notre pays vraiment soit à l'abri de toute conflit. Effectivement, c'est Sahabi, d'où la proposition qu'il faut qu'il y ait un département dédié à ce dossier. Le temps presse, ça vous gêne pas s'il vous plaît, d'enchaîner avec voilà, parce qu'il y a M. Henri Fabre qui souhaite vous poser une question derrière. Sinon, on va passer M. Henri Fabre par rapport à une question qui rentre aussi dans le cadre de cette relation Europe, et après on enchaîne avec le sujet que j'ai évoqué au départ. Ça vous convient? D'accord, très bien. Parfait. Bien. Henri, rebonjour. Rebonjour. Oui, Henri Fabre, c'est notre journaliste confirmé, aussi journaliste de LCP, la chaîne parlementaire, et notre intervenant sur Arc-en-Ciel chaque dimanche. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Abdel Fattah Sahibi, qui est une personnalité, un expert maintenant dans la matière de l'immigration et de la migration au Maroc, parce que son passé assez riche en termes d'expérience, vu il a travaillé avec 3 ministres dédiés à cette question. Il est à toi. Bien, moi, d'abord, un premier constat. Vous savez, je suis né en Catalogne, donc de l'autre côté pratiquement de la mer, par rapport au Maroc notamment. Et j'ai retenu une chose essentielle. Beaucoup de gens du Maroc se sont installés ici, beaucoup moins que l'Algérie, bien sûr. Bon. Mais
je suis allé plusieurs fois au Maroc, et j'ai trouvé que tous les gens qui ont rencontré le Maroc ou qui sont venus du Maroc ont la nostalgie de ce pays. Je ne sais pas, ce pays, moi le premier, c'est un pays exceptionnel, bon ça tout le monde le sait, il est beau, etc. Mais il y a quelque chose de fort qui fait que les gens qui sont allés là-bas ou qui ont vécu là-bas ne peuvent pas l'oublier. Ça je voudrais le dire comme c'est plus qu'une évidence, c'est un élément de réflexion pour tout le reste. Ensuite, notamment, c'est un élément de réflexion pour l'évolution de nos pays entre, mettons, l'Europe du Sud, disons le Maroc, la France, l'Espagne, etc. Cette évolution autour de la Méditerranée qui m'est très sensible, auquel je suis très sensible. Vous savez, je voudrais vous poser une question en même temps. À votre avis, que pense le Royaume du Maroc de cette évolution de gens qui veulent aller de part et d'autre? La France, on voit bien, vous venez d'en parler, elle est un peu réfléchie, elle travaille à ça, etc. Mais est-ce qu'il y a une relation commune entre la France et le Maroc, une réflexion commune pour savoir comment on évolue les uns par rapport aux autres au niveau des populations? Et merci de m'avoir donné la parole. Je crois qu'on est obligé d'avoir une réflexion commune. Il y a une population importante des Marocains qui vit en France ou en Europe. C'est une population qui a maintenant la double citoyenneté. Ils sont citoyens marocains, mais ils sont également citoyens de leur pays d'accueil. Et donc toute la politique, c'est comment travailler ensemble pour que ce potentiel humain soit bénéfique aussi bien pour le Maroc que pour le pays d'accueil. Donc ça, c'est la question stratégique. Moi, je vois que c'est une question stratégique qu'il faut vraiment faire énormément d'efforts parce qu'on n'a pas encore... Pardonnez-moi, voilà. vous avez parfaitement résumé ce que j'essayais de dire. Voilà. Mais quel est à votre avis à vous, quelle est l'évolution possible dont on peut rêver? Parce que c'est une position, malheureusement, que c'est pas question de rêver, c'est une question pratique. Et il y a des Marocains il y a des générations qui vivent actuellement, qui ont né actuellement dans ces pays, et avec le temps, il y a obligatoirement cette tendance à un petit peu se détacher du pays d'origine et s'implanter parfaitement dans leur pays d'accueil. Et donc ça, c'est une évidence. L'histoire nous donne raison parce que donc l'histoire de toute l'immigration internationale, donc ça a commencé par donc une population qui va et revient, etc., et qui a fini par une population qui est restée totalement dans son pays d'accueil. Et donc c'est une évidence, c'est une évolution normale. Maintenant, l'enjeu chez nous au Maroc, c'est comment avoir cette stratégie, cette vision à long terme. On sait que le Maroc dépend en grande partie de cette population. Il participe activement à l'économie nationale. Donc si on fait rien pour garder un lien avec cette population, mais un lien d'une autre manière, c'est pas le lien de la première génération qui a eu un pied de terre au Maroc et qui rêvait de revenir, mais non, c'est un autre lien, un lien avec d'autres mécanismes, d'autres moyens pour garder donc ce lien avec cette population. Vous l'avez dit totalement, les Marocains de nature, ils gardent un lien d'affection avec leur pays. Ça, c'est une vérité, c'est une nécessité. Je pense, c'est Sahibi, c'est que simplement, il faut pas l'oublier, ce qu'on est en train de le dire sur les Marocains résidant en France ou ailleurs, est valable aussi par rapport aux Français qui sont installés au Maroc. Et ces Français qui sont installés au Maroc, ce sont devenus des Marocains. Et on voit à travers nos contacts et à travers nos événements, on constate que il y a des Français qui défendent le pays, le Royaume du Maroc, plus que des Marocains. Et ça, c'est une réciprocité. C'est très important. C'est une réciprocité très importante, à mon sens, pour dire que le destin maroco-français, franco-marocain, c'est un destin commun et que la grille passagère qui a secoué le Maroc, la relation Maroc-France, c'est du passé et que les liens ancestraux
entre le Maroc et la France, ce sont des liens qui dépassent largement les querelles. Abdelatif, si vous permettez, non seulement vous avez raison, mais je vais aller plus loin. Cette grippe passagère a fait prendre conscience d'un mouvement irréversible. Effectivement. Comme vous l'expliquez. Et au contraire, ça nous fait gagner du temps. Et puis ce n'était pas l'objectif de ce qu'on fait la grippe. C'est sûr. C'est pas une querelle passagère qui peut influencer donc la coopération très ancrée entre nos deux pays, oui. Et encore plus avec notre peuple. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui vivent au Maroc, qui vivent pleinement au Maroc, qui sont très... sont intégrés à 100%, hein, donc... Voilà, ils vivent à 100%. Il y a des Marocains maintenant en France qui participent à la vie politique, qui sont comme des citoyens français, qui participent au développement de la France. Il y a des exemples, vous les connaissez. Et donc il y a ce brassage culturel, ce brassage historique entre le Maroc et la France qu'on ne peut pas effacer avec des querelles... Monsieur le secrétaire général, il me reste 10 minutes. 10 minutes et on n'a pas encore parlé sur le dossier important des MRE. Alors... Eh bien, moi, il y a beaucoup d'attentes. Il y a des attentes. D'abord sur le plan politique. Donc on sait que les Marocains de l'étranger donc veulent participer pleinement. Veulent à la vie politique nationale, et pour ça je crois que c'est une question qui a été tranchée. La Constitution maintenant est claire, les Marocains de l'étranger ont le droit de voter, ont le droit de participer donc à la vie politique de leur pays d'origine. Maintenant c'est au gouvernement, parce que la balle est au niveau du gouvernement, maintenant c'est au gouvernement de mettre en place les outils réglementaires et techniques pour ça. Donc je ne crois pas que le gouvernement ne peut pas faire, parce que c'est une obligation. C'est une obligation de la Constitution, donc on ne peut pas ne pas le faire. Donc je crois que les Marocains auront leur place aux prochaines législatives. Donc il faut que, bien entendu, les outils soient mis rapidement. C'est une question qui a été... Pour le reste, les Marocains ont des attentes sur un certain point, nombre de dossiers, un certain nombre de points. Premièrement, le premier dossier, c'est les services. Moi, je vois que les services s'éteignent, d'abord au niveau des consulats, puis au Maroc. C'est un point important pour laisser ces Marocains au lien avec leur pays d'origine. Moi, j'ai eu des Marocains qui m'appellent des États-Unis ou bien du Canada et qui ont des difficultés, par exemple, pour faire leur passeport ou leur carte nationale. Et puis ils me disent, bon, nous aussi, on n'a pas notre carte nationale, on n'a pas notre passeport, donc on ne va pas venir au Maroc, on ne va pas voyager au Maroc, etc., etc. Et donc, si on coupe cette relation, donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour les enfants ? Et donc, les services, c'est un point important. Donc, l'amélioration des services pour les Marocains, c'est un point important. Il y a beaucoup de Marocains qui attendent le Maroc sur ce dossier, et en commençant, bien sûr, par les consulats. Deuxième point important aussi pour les Marocains, c'est comment garder leur lien linguistique et culturel avec le pays, et surtout pour les jeunes générations. Et pour ça, donc, il y a des efforts qui ont été entrepris, mais il y a également beaucoup de choses qui restent à faire. Donc ça, c'est un point important aussi à régler. Il y a également le troisième point aussi important pour les Marocains, c'est l'encadrement religieux. Donc ils ont besoin, bien entendu, d'un encadrement adéquat qui prend un petit peu les valeurs de tolérance, d'ouverture de notre pays concernant la religion. Troisième point important aussi, il y a beaucoup de Marocains qui veulent venir investir dans notre pays, mais malheureusement ils trouvent des difficultés, donc ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin d'avoir confiance dans les procédures, dans les administrations, et pour ça donc ils ont besoin d'un accompagnement. De ce qu'on a maintenant besoin, c'est une vision à long terme. Moi je le dis, je le répète. On ne peut pas... La communauté change. La communauté connaît une évolution importante.
il y a des nouvelles générations qui sont de plus en plus loin par rapport à leur pays d'origine. Donc il faut qu'il y ait une réflexion stratégique à long terme. Il faut qu'il y ait une vision stratégique à long terme. Il faut qu'il y ait une vision comment on va garder ces liens qui deviennent de plus en plus faibles de nouvelles générations avec leur pays d'origine. Monsieur Sahibi, moi je pense le cadre a été instauré, il y a une constitution, il y a un discours royal, plusieurs discours royaux qui ont été dit et réitérés à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a un problème de pratique, j'ose dire, la mise en application de cette constitution, l'implication de ces émireux, de ces Marocains résidant à l'étranger, là où ils se trouvent, j'insiste sur ce point. Il n'y a pas que la France ou la Belgique ou la Hollande, il y en a d'autres partout dans le monde. Ces gens-là devront participer activement dans la solution de leurs problèmes et de leur implication. Parce que, même à titre personnel, j'arrive à la frontière, c'est une obligation d'avoir un numéro de CN. Puisque j'ai un numéro de CN, je suis Marocain et je dois bénéficier de mes droits. Oui, bien sûr, donc ça c'est une obligation, les droits des Marocains. Vous savez que les droits des Marocains, c'est-à-dire que le devoir des Marocains, parce qu'ils ont aussi un devoir envers leur pays, c'est pas uniquement sur le plan politique, mais sur tous les plans. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de participation au développement de leur région d'origine. Et donc tout ça, et les Marocains veulent participer à toute cette dynamique. Les Marocains aussi, et la Constitution est claire dans ce sens, doivent participer à toutes les instances qui sont créées par la Constitution. Et dans ce cadre, donc, comme j'ai dit, donc il faut maintenant mettre en place les outils nécessaires pour exactement. On peut continuer, on peut continuer dans cette... Oui, Hamid, je crois. Hamid, il y a une dernière question rapide parce qu'il reste 3 minutes. J'aurais une dernière question, monsieur Sahibi, deux questions qui se suivent. Qu'en est-il à votre avis de la mobilisation des compétences marocaines qui travaillent ailleurs, puisque, comme disait Abdelatif, lorsqu'on rentre au Maroc, on est obligé de présenter une carte nationale, une carte d'identité. Et qu'en est-il du fonds de MDM Invest? Vous avez accordé une interview à l'Observateur du Maroc où vous avez dit qu'il y avait une sorte d'échec, que seuls 20 projets ont été financés. Voilà. Donc pour la mobilisation de compétences, parce que lorsqu'on mobilise une compétence, c'est soit pour leur savoir ou bien pour venir investir dans leur pays. Pour mobiliser les compétences, il y a des chantiers qui ont été lancés et qui ont donné un certain nombre de résultats. Maintenant, il faut évaluer ce chantier de mobilisation de compétences parce qu'on n'arrive pas encore à faire une adéquation entre la compétence marocaine et le vrai besoin national. Donc ça, c'est un travail, c'est un chantier à mettre en place. Exactement. Deuxième point, c'est concernant le MDM Invest. MDM Invest, c'est un fonds qui a été mis en place pour accompagner des Marocains qui veulent venir investir dans leur pays. Il y a eu une première version du MDM Invest qui a donné certains résultats, mais qui n'était pas très favorable, parce que 20 projets quand même sur le nombre de dossiers qui étaient déposés, donc c'est pas important. Monsieur Sahibi, je suis dans l'obligation. Je suis dans l'obligation, et ça va s'arrêter les 14h. Les 14h59. Il faut évaluer le système parce qu'il y a donc des propositions pour améliorer tout ça. Merci, Monsieur Sahibi, de cette intervention de qualité. On vous donne un deuxième rendez-vous si vous le souhaitez bien pour éclairer et donner plus de précision par rapport à ce dossier important. Sachez-le, ce qu'on croit, bien sûr, nous croyons à le dernier discours de Sa Majesté qui dit comme quoi il est temps de valoriser le capital immatériel, et j'en suis convaincu que le capital immatériel, les Marocains du monde font partie, et ces gens-là, ils ont à leur actif une part assez importante dans ce capital, et on vous dit à très bientôt. Inch'Allah. Merci pour votre invitation. À bientôt. À très bientôt. Inch'Allah. Au revoir, si Sahibi. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel vous dit à très bientôt et merci à nos intervenants.